200 000 associations. Est-ce que quand on a un chiffre comme ça, est-ce qu'on peut dire que la société civile marocaine est dynamique? Est-ce qu'elle a un poids? Est-ce qu'elle est en bonne santé? Bon, laissez-moi commencer par dire d'abord qu'il n'y a pas vraiment un chiffre exact du nombre. C'est une estimation? Il y a des chiffres qui sont avancés par le Haut Commissariat au Plan et il y a un chiffre annuel de déclaration de création de nouvelles associations ou de renouvellement de bureaux et de structures d'associations. Mais il y a un chiffre qui a été avancé en 2011, c'est celui de 45 000 associations. Ça, c'était en 2011. En 2011, mais il y a au fait, par exemple en 2014, 18 000 déclarations, soit de création d'associations, soit de renouvellement. Et donc il s'agit aujourd'hui, et là c'est un défi, de recouper tous les chiffres qui existent pour sortir un chiffre exact qui reflèterait au fait le nombre réel d'associations qui existent et qui sont actives sur le terrain. En fait, la société civile évolue, surtout a évolué, parce qu'il faut rappeler que le siècle dernier, la création des associations était essentiellement soit par des partis de l'opposition, soit par le pouvoir. Et donc c'était beaucoup plus des vecteurs d'une lutte politique, beaucoup plus que pour répondre à des aspirations de la population ou à des préoccupations de la population. Vous êtes en train de me parler des syndicats. Non, mais c'était aussi bien, les syndicats aussi étaient considérés comme étant dans une approche léniniste de la part des partis de l'opposition, comme étant des relais de transmission auprès des masses, et les associations aussi. Mais le pouvoir ne gardait pas les mains liées, il créait lui aussi des associations qu'on appelait à l'époque les associations des fleuves et des montagnes. Et, depuis la fin du siècle dernier et le début de ce siècle, on a vu naître beaucoup d'associations qui sont l'émanation de la société civile, soit pour ouvrir un champ d'action pour des anciens militants et militantes qui ont été déçus par l'action politique, notamment au niveau de la gauche, et qui se sont reconvertis et se sont réinvestis dans le champ associatif, soit carrément pour répondre à des préoccupations et des besoins de population et de différentes catégories sociales. Ceci dit, on ne peut pas dire que la société civile marocaine est très dynamique. Elle est là, elle est présente. La Constitution de 2011 lui a reconnu un rôle très important. Maintenant, la question qui se pose, et c'est là où nous, à l'Organisation marocaine des droits humains, nous partageons les propositions du mémorandum du Conseil national des droits de l'homme, c'est est-ce que cette société civile a les moyens de pouvoir jouer son rôle et de rendre ce dynamisme potentiel en un dynamisme effectif qui puisse avoir un impact sur la vie de tous les jours et sur nos sociétés. D'un point de vue quantitatif, c'est vrai qu'on a assisté à une explosion en fait du nombre d'associations. Vous aviez parlé de pic tout à l'heure. C'est vrai que c'est un pic qui correspond justement à une période très dynamique. En 2005, on a mis en place l'initiative pour le développement humain, donc qui a généré aussi une multitude de créations de petites associations. On peut parler aussi d'associations extrêmement variées, tant sur un plan sectoriel que sur, je veux dire, le poids de ces associations, certaines qui ont un ancrage sur le terrain, d'autres qui sont minuscules. Il faut savoir que le Haut Commissariat au Plan, quand bien même son étude est un petit peu date aujourd'hui, on manque beaucoup justement d'éléments qui permettent de décrire la société civile. On s'appuie beaucoup, le CNDH s'appuie beaucoup sur l'étude du Haut Commissariat au Plan qui date de 2007 et qui a été publiée en 2011. Toujours est-il que cette étude-là, elle montre justement à quel point il y a énormément d'associations qui sont insignifiantes. Alors je dis une 20% d'associations qui ont moins de 5 000 dirhams de budget annuel. Bon, tout à fait. On est un petit peu comme dans la répartition des richesses du monde, avec 2,5% des associations qui ont des budgets supérieurs à 1 million de dirhams. Donc voilà, c'est une espèce d'inégalité du partage du gâteau, et puis aussi inégalité territoriale. Il y a une grande proportion d'associations qui sont plutôt dans la région de Massadra notamment,
sous Masadra. Voilà, c'est très composite. Ce que justement propose le mémorandum du CNDH, que ce soit pour les ONG, parce qu'il s'agit au fait de deux mémorandums, un mémorandum sur la liberté d'association et un mémorandum sur les rassemblements publics. Et donc pour les deux, nous recommandons de consacrer ce régime libéral qui a été prévu dans les lois de 58 et que le régime soit uniquement déclaratif, et nous proposons aussi que cette déclaration soit faite par voie électronique pour plus de transparence et pour plus de suivi de la part des associations. Et donc cela a été dit dans votre reportage, et nous proposons aussi la simplification des documents à produire et un ensemble de mesures incitatives justement pour la création d'associations, que ce soit l'exonération du droit de timbre, etc. Et comme cela a été dit par ma collègue, l'enquête qui a été faite par la CRDH de Khoribga Bni Mellal, il a travaillé sur un échantillon de 300 associations pour voir un petit peu les différences au niveau de la déclaration de la création d'associations au niveau de différentes communes ou auprès des agents de l'autorité. Et des fois, entre un territoire et un autre, il y a des différences qui sont injustifiées ou injustifiables de par l'interprétation des agents d'autorité locale des textes de loi. Et donc aujourd'hui, il n'est plus permis d'avoir ces différences au niveau des régimes et de traitement de la déclaration des associations. Il s'agit d'unifier toutes les procédures, qu'elles soient claires, et au fait, un des moyens d'harmoniser tous les régimes, le régime déclaratif, c'est de le rendre électronique. Par rapport aux espaces de dialogue, j'aimerais rappeler au fait que même au moment de l'annonce de la réforme de la Constitution, il faut juste rappeler un chiffre, c'est que la commission de réforme de la Constitution a reçu quelque chose comme 180, près de 200 mémorandums de partis politiques, de syndicats et d'associations. Le nombre de partis politiques et de syndicats étant fixe, on peut dire qu'il y a eu quand même quelques 140 à 160 mémorandums. Ça passe par ça, de commencer par le plus jeune âge, de dire prenez au sérieux, même les jeunes, dans le cadre de la société civile? Complètement. On va dire c'est justement l'école de l'implication sur les questions sur la chose publique, enfin sur les questions qui intéressent les jeunes. Ça peut être un moyen effectivement d'impliquer les jeunes. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que on a par exemple les parlements des enfants, etc., qui constituent de bonnes écoles. Mais l'enjeu, c'est souvent, en fait, on tombe dans le travers de sensibiliser les enfants qui appartiennent déjà à une élite. Donc la vigilance, elle est là, c'est d'être le plus inclusif possible et de prendre en compte les enfants, y compris en milieu rural, y compris en milieu paupérisé, etc. Parce que souvent, par exemple, les critères de sélection, quand bien même ce sont des critères entre guillemets universalistes pour impliquer les enfants dans la vie associative, dans le jeu associatif, c'est des critères un petit peu élitistes. Ça peut être selon justement le niveau d'études, les résultats scolaires, etc. Et donc ça peut être discriminant. Donc la vigilance serait là, ce serait de toute façon, voilà, d'en faire un programme d'envergure nationale. Déjà, tout ce qui relève de ce qui relève de l'éducation civique, de faire de l'éducation civique. En tant que membre d'une organisation de droits de défense, de défense des droits de l'homme, et puisque la question des financements, notamment extérieurs, a été posée à différentes occasions au Maroc, je voudrais quand même dire quelque chose qu'il faut arrêter de diaboliser le financement extérieur, notamment d'une partie la plus mature de la société civile marocaine, pour au moins 3 raisons. La première, c'est que dans les accords que l'État marocain signe avec des partenaires étrangers, que ce soit dans le cadre du partenariat bilatéral ou multilatéral, il y a toujours un segment qui est important, qui est destiné à la société civile, de financement de la société civile.
On voit tous les accords avec l'Union européenne, avec la Banque mondiale, les fonds de coopération allemands. Donc il y a toujours un segment important. Donc ce n'est pas une hérésie, c'est un segment essentiel de la coopération internationale. Deuxièmement, c'est que qui sont contrôlés, encadrés, juste à cet statut. Bien sûr qu'ils sont contrôlés, voilà. puisque de par la loi, les associations et organisations qui bénéficient d'un financement extérieur doivent le déclarer dans un délai d'1 mois, 30 jours, au secrétariat général du gouvernement, en précisant le montant, l'usage et la partie qui accorde la provenance. Donc, je disais tout à l'heure qu'il y avait le premier argument, que c'est un segment important de la coopération internationale. Le deuxième, c'est que il n'y a pas d'alternative nationale. Il n'y a pas d'alternative nationale, c'est que même pour les associations et les organisations qui ont le statut d'utilité publique, le financement tarde à venir, alors que ces associations servent déjà à encadrer les citoyens. Et le financement étranger, il ne représente au fait que 5%, ce fameux financement étranger qui a été stigmatisé et diabolisé, comme cela a été dit, alors qu'il ne représente que 5%. Et les associations qui ont un budget supérieur à 1 million de dirhams ne représentent que 2,5%. Et donc aujourd'hui, vous avez posé la question tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle fait une association nouvellement créée? Et donc elle doit avoir un local, elle doit avoir des moyens logistiques, elle doit avoir un salarié pour être sur place et pouvoir permettre aux autres de travailler, alors que cela ne pourrait être accessible qu'au moyen d'un appui financier et logistique de l'État, des départements gouvernementaux, pour pouvoir permettre à cette association de démarrer. Maintenant, il y a tout un manque à gagner au niveau des financements. Même, je pense, au niveau des financements étrangers, il reste insuffisant. Aujourd'hui, il s'agit de les multiplier et de les diversifier. Et tant qu'on a une diversification des moyens de financement, que ce soit ceux de l'État ou des organismes étrangers, tant on augmente la capacité de travail et d'indépendance des associations. Contrairement à ce qu'on peut croire, qu'il y a une manipulation suivant des agendas, etc., eh bien au contraire, il faut mettre plus de transparence au niveau des départements gouvernementaux, ce que propose le CNDA justement, qu'il y ait un portail dédié uniquement au financement, un appel à projet pour les associations, accessible à toutes les associations, facilitation de mesures pour les associations nouvellement créées, pour qu'ils puissent démarrer, parce que pour avoir accès à un financement, il faut avoir 2 ou 3 ans d'exercice. Comment on va faire ces 2 ou 3 ans d'exercice? C'est d'avoir déjà un accès au financement pour pouvoir démarrer. Ce qui manque aussi, c'est le financement structurel qui permet aux associations d'exister et de se pérenniser. Certes, il n'y a pas de formation structurante, mais les associations, l'air de rien, reçoivent énormément de petites formations, des formations ad hoc. Donc, elles gagnent en compétences. Moi, je suis vraiment impressionnée par le niveau de compétences. Et justement, ce gain en compétences, ça fait le lien aussi avec l'accès au financement. C'est que je suis pas sûre. On a affaire à des associations assez affranchies. Et le dialogue national qu'a voulu mettre en place le ministère chargé des relations avec le Parlement et la société civile en est constitue un indicateur. C'est que les associations, dès qu'elles ont vu le mot tutelle dans l'article 2 qui prévoyait ce dialogue, on dit bah non. Alors qu'il y avait, je suis persuadée que ça partait d'une bonne intention, ce dialogue national. Mais voilà. Et donc du coup, d'avoir un intermédiaire, je ne suis pas sûre, je ne veux pas parler au monde des associations, mais que ça plaise. Parce que elles, tout ce qu'elles demandent aujourd'hui, c'est d'avoir des critères d'éligibilité transparents pour vérifier qu'elles répondent bien à ces critères-là. La présence musulmane dans le contexte belge est principalement concentrée sur la réalité bruxelloise. Et Molenbeek compte une commune avec une population d'origine musulmane relativement importante. Donc ça, c'est une première donne factuelle. Ce qui fait une réalité évidemment d'une commune très diversifiée, très multiculturelle et avec ses problématiques évidemment sur le plan socio-économique, sur le plan de la problématique de la scolarité, et puis sur tous les éléments positifs qui font la réalité de Molenbeek. Donc c'est une ville, c'est une commune relativement dynamique, vivante,
qui assume une partie de ses contradictions, et parmi les éléments qui peuvent poser problème, effectivement, il peut y avoir des éléments qui renvoient à la question de la radicalisation. Là, ça, c'est une première, je dirais, lecture de Molenbeek. Après, on a une autre lecture qui est plutôt une lecture médiatique de la réalité de Molenbeek. C'est qu'effectivement, depuis le 13 novembre, il y a eu une couverture relativement dense, je dirais spectaculaire, et si on opère une sociologie des médias, il y a comme je dirais, une obsession de trouver l'épicentre de la problématique. Et on l'a concentré effectivement sur la réalité de Molenbeek. Je crois que c'est une lecture partielle et partiale de ce qu'elle est, biaisée même, et je pense qu'on fait un faux procès. Il suffit de voir toute la dynamique et le tissu social molenbeekois et la population qui s'est mobilisée très très fortement, un, pour dénoncer la couverture médiatique qui était, me semble-t-il, injuste, et deux, pour se réapproprier la définition de sa propre commune et pour dire autre chose. Une fois qu'on a dit ceci, on n'évacue pas évidemment la problématique. Après, ça nous demande une approche du complexe et d'aller vraiment vers la pulsation du réel et non pas simplement surfer sur une série de noms tels qu'ils ont été avancés. Molenbeek, c'est 6 km², un peu moins de 6 km², 97 000 habitants et une centaine de nationalités. On a dans certains quartiers des concentrations de population qui sont à 80% maghrébines. On a effectivement un problème de frustration parmi la jeunesse. Et effectivement, ces frustrations, c'est un terreau tout à fait fertile et propice pour les recruteurs. Et on a historiquement une concentration maghrébine qui est très importante à Molenbeek, et donc raison pour laquelle on peut avoir des poches de radicaux dans cette commune-là, mais ce n'est pas la seule commune de Bruxelles où on va retrouver des poches de radicaux. Et si on regarde les chiffres, les statistiques, elles le disent, il y a autant de jeunes recrues qui ont été rejoindre l'État islamique à Bruxelles qu'en Flandre. Donc Molenbeek, c'est une des 19 communes de Bruxelles. Si on regarde un petit peu les récentes perquisitions qui ont été menées pour traquer les suspects qui sont en fuite depuis les attentats de Paris, toutes les personnes qui nous auront apporté une aide ne vivent pas toutes à Molenbeek. Elles viennent d'autres communes. Elles viennent d'Anderlecht, elles viennent de Laken. Et donc c'est un... Effectivement, il y a à Molenbeek maintenant, on stigmatise Molenbeek parce que toutes les actions violentes qui ont réussi, ce sont les jeunes qui se sont radicalisés à partir d'un même quartier qui se situe à Molenbeek qui les ont menés. Mais il est probable que par la suite, selon les développements futurs, on parle aussi de tous les jeunes qui se sont radicalisés à Anvers, à Vilvoorde et donc en Flandre. Et que donc là, on va aussi stigmatiser alors une autre commune de Belgique. C'est la commune qui a réussi, en fait, en matière de terrorisme, entre guillemets, malheureusement, et donc forcément, on va se braquer dessus. Le traitement médiatique... Oui, en fait, ça s'est concrétisé, voilà, en fait, oui. Comme disait Didier Haine, on ne peut pas stigmatiser uniquement, ou Farid Lassine, on ne peut pas stigmatiser uniquement Molenbeek. Il y a aussi Schaerbeek, il y a aussi d'autres régions, il y a aussi des régions en France, que ce soit le 9-3 ou les quartiers du nord de Marseille, mais tous ces quartiers n'ont pas donné forcément des terroristes qui sont passés à l'acte et qui ont réussi. Au niveau des médias, ben forcément, le problème du média actuellement, c'est que c'est de l'information continue, que ce soit sur les télés ou sur Internet. Et donc, il faut alimenter. Et forcément, puisqu'il y a un problème qui s'est passé à Molenbeek et qu'il y a 4-5 actions qui ont été, encore une fois, malheureusement réussies à partir de Molenbeek, donc on va se concentrer sur Molenbeek. Et c'est la stigmatisation qu'il faut précisément éviter. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait quelque part un peu aussi ici. On est en train de parler de Molenbeek, alors que Molenbeek, c'est Farid Lassili, Molenbeek, c'est pas mal de gens qui ont réussi, qui travaillent, qui sont honnêtes. C'est ce qu'on est en train d'essayer d'expliquer. Justement, stigmatisation. pour sortir peut-être de la stigmatisation. Mais il y a aussi autre chose, c'est que il y a une incompréhension. On parle de la population marocaine parce que je suppose que c'est la plus forte communauté, mais il y a aussi la responsabilité des Belges qui n'ont pas compris cette population et qui la marginalisent, qui la condamnent du fait même qu'elle est musulmane, ou qu'elle ne ressemble pas physiquement. Et donc forcément, pour certains esprits faibles, ça peut créer des... Alors, on a des éléments qui continuent de nous échapper et qui demandent effectivement d'avoir une grille de lecture qui soit circonstanciée par rapport à l'ensemble des profils qui bougent, vu que c'est la même communication qui les mobilise.
Comment se fait-il qu'on a plusieurs milliers de Tunisiens qui partent? La plupart des mobilisations à l'échelle internationale, ça reste la région MENA, donc, partiellement, je dirais, l'Europe qui offre quand même un certain nombre, qui vient en 3e position, c'est relativement important, mais on a déjà une explication, je dirais, de proximité géographique. Le pays où la région qui offre le moins de départs reste l'Amérique latine, les États-Unis, etc. Donc, on a déjà ici un élément factuel qui nous permet de comprendre un phénomène, et à partir de là, effectivement, il faudra nuancer. Moi, la problématique, si on prend l'axe du religieux ou la problématique religieuse, on a effectivement aujourd'hui une certaine lecture d'islam qui peut poser évidemment un certain nombre de problèmes, notamment par son approche orthopraxique, c'est-à-dire que le sens du religieux n'est plus sur la doctrine ou sur la foi ou sur le sens qu'on va donner, je dirais, sur le plan spirituel, mais c'est le sens d'une pratique. Donc il faut que, et ça va développer une logique et un rapport au religieux qui est très binaire, exclusivement dans le halal ou le haram. On est en train de créer un mouvement comment je dirais, un mouvement d'appartenance ou un mouvement de fierté terroriste. Il y a un gars qui a dit, on parle de Molenbeek. Vous allez voir ce qu'on va faire au 9-3. Donc, à force de parler de Molenbeek, à force de stigmatiser une commune parmi des centaines et des milliers d'autres en Europe, on est en train de se focaliser sur une et de créer des sentiments de jalousie, comme ce qui se passerait dans un match de foot. Et donc, finalement, il y a ce danger-là. Il y a finalement ce danger-là qui serait de créer des vocations qui n'étaient peut-être pas forcément, qui n'existaient peut-être pas forcément. Maintenant, je voudrais revenir sur les départs et la qualité, enfin les profils des gens qui partent. Tous les djihadistes actifs, c'est-à-dire qui partent et qui reviennent, ou les loups solitaires, sont des gens qu'on pourrait appeler précarisés sur le plan moral. C'est ce que je disais, je qualifiais tout à l'heure de pathologique. On part, la France a envoyé, il y a 1700 Français qui sont partis. Combien de Français? 5000. 1700 à 1800 Français qui sont partis. Il y a 500 et quelques Belges qui sont partis. Mais combien sont revenus et combien ont perpétré leur acte terroriste et combien ont la vocation de le faire? Première chose. Je ne sais pas, honnêtement, que si je pense sous le contrôle de CSD, au niveau du profil intellectuel ou du niveau d'instruction de ces gens-là qui sont partis et ceux qui sont partis et qui sont revenus. Mais ce qu'on sait, c'est que les noms qu'on cite, les Nemouche, les Koulibaly, les Mera, sont de niveau intellectuel plutôt humble, plutôt modeste, contrairement peut-être à si on revient aux attentats du 11 septembre et aux pilotes qui, eux, étaient d'un niveau intellectuel supérieur. C'était des ingénieurs, c'était des gens qui ont eu la capacité de faire des cours de pilotage et de piloter des avions. Et donc là, il y a un changement qualitatif qui est en train de se faire. Je pense que le financement de tout ce terrorisme doit être tout à fait, il est scruté en Belgique, il est scruté. On regarde évidemment comment est-ce que tous ces jeunes financent leurs attentats, mais c'est pas des flux financiers qui passent par des comptes, etc. C'est pas des flux financiers faciles à repérer. Et donc, est-ce qu'on a les moyens de suivre toute cette... parce que c'est effectivement... Est-ce qu'on a les moyens de suivre tous ces flux financiers? Je pense pas. Je pense que la construction d'un islam ancré dans le paysage belge sur le plan institutionnel, sur le plan des formations, nécessite du temps long. La problématique que nous avons, c'est que nous sommes dans une logique de gestion urgente, et notamment le politique est paramétré par, évidemment, la durée des mandats, la question de l'urgence, mais en même temps la question du sécuritaire. Et on ne construit pas, je pense, une religiosité qui s'ancre naturellement dans un paysage assumé par ces acteurs, portés par les musulmans, si on est parasité par cette logique du sécuritaire. Autrement dit, on ne forme pas des imams pour déminer les risques de la radicalisation, on forme des imams parce qu'on a besoin de personnalités construites sur le plan théologique qui peuvent accompagner sereinement avec du fond. C'est ça, et ça demande évidemment un autre rapport à la temporalité, et puis surtout une relation de fond aujourd'hui, encore une fois, dans l'implication des musulmans sur l'ensemble des dossiers qui touchent à la réalité de l'islam, et non pas dans une logique de top-down. C'est-à-dire être inclusif et pas simplement dans, je dirais, les orientations et dans les programmes, espérer que la deuxième, troisième génération s'implique davantage. Mais non, il faut vraiment le faire. C'est-à-dire composer avec eux en tant qu'acteurs. Et la logique a créé évidemment une méfiance qui fait qu'on ne compose exclusivement qu'avec, je dirais, des acteurs plutôt safe, qui rassurent,
plutôt que les acteurs qui font la réalité de l'islam sur le terrain et sur le quotidien. Et donc ça me semble être le défi d'avenir, que ce soit pour le cas de la Belgique comme pour le cas de la France. On ne peut pas faire au lendemain d'attaque un discours sur la question de l'impératif de la formation des imams. Vous avez la réponse. Le problème vient des imams. Et donc il faut les former. Et là, me semble-t-il, on passe à côté de ce qu'il faut véritablement développer. Mais ça fait 20 ans, plus de 20 ans qu'on le dit. Ça, effectivement, il y a une prise de conscience énorme. On se dit qu'on a un problème avec les jeunes de la seconde génération qui sont nés chez nous, que ces jeunes-là ne sont pas porteurs de cet islam culturel de leur pays et qu'au final, ça devient des recrues facilement manipulables parce que faut bien regarder les profils. Quand on regarde ces jeunes de deuxième génération, on dit oui, les profils sont variés, etc. Mais ceux qui sont revenus, donc qui sont partis en Syrie, sont revenus passer à l'action violente ici en Europe, il faut montrer lequel avait une réelle situation qui lui convenait dans sa vie. Je ne pense pas qu'il y en avait un. Et on a donc des gens qui rejettent ce que leurs parents représentent, qui sont en totale opposition, et ça c'est le point commun entre tous ces jeunes terroristes, totale opposition avec ce que leurs parents de la première génération représentent, et qui ont la mentalité suivante. Je vous rejoins sur le fait qu'ils ont une mentalité hédoniste. Là, ce qu'on entend souvent comme dialogue, c'est quoi? C'est je vais pas me casser le dos pendant 40 ans comme toi, papa, pour ramasser des miettes. Moi, c'est maintenant que je veux réussir, c'est maintenant que je veux construire ma vie. Et donc, il y a une révolte, et donc n'importe quelle cause. Aujourd'hui, c'est Daesh. Hier, c'était Al-Qaïda. Demain, je ne sais pas ce que ça sera, ça. Donc, on va avoir un salon national à Rabat et 12 foires régionales, donc une foire dans chacune de ces régions. C'est une occasion pour les artisans d'abord d'exposer leurs produits, de montrer leur savoir-faire, d'avoir des contacts avec le public également, de connaître les nouvelles tendances et de vendre, parce que la finalité, bien entendu, c'est de vendre, de pouvoir vendre leurs produits. Ça nous permet également de voir, puisqu'on est à une période particulière, on est à la fin de 2015, qui est la fin de la vision 2015 effectivement, de voir un petit peu quel a été le développement des produits de l'artisanat. La vision 2015 s'est focalisée sur l'artisanat de production à fort contenu culturel, qui incarne le patrimoine culturel. Oui. Ce sont... Oui, c'est quoi l'artisanat à fort contenu culturel? Donc l'artisanat à fort contenu culturel, c'est l'artisanat qu'on fait de la production. Parce qu'en dehors de l'artisanat de service, donc tout ce qui est de service en dehors de la production. Si on prend par exemple le domaine de la décoration, tapis, des launderies, ça c'est l'artisanat qui produit. Donc on peut la produire dans des ateliers, soit à mono-artisan, soit dans des entreprises structurées. Donc c'est ça la différence entre le service artisanat de production et artisanat de service. J'ajouterais quand même, par rapport toujours, je vais faire un petit peu le parallèle avec l'Europe, c'est un artisanat d'art. Oui. C'est-à-dire c'est quelque chose où effectivement, et je complète un peu le propos de Madame la Ministre, il se trouve que ces derniers temps, il y a une prise de conscience importante je veux dire, par les différents pays sur les pôles de compétitivité qui doivent être mis en place. Et dans un premier temps, et le Maroc l'a fait aussi, on a plutôt investi dans des pôles technologiques. Et le Maroc, bon, je veux dire, l'automobile, l'aéronautique, etc. Mais il y a eu, je dirais cette fois-ci en tant qu'universitaire, il y a eu une dizaine d'années, on a pris conscience qu'on pouvait développer des pôles de compétitivité basés sur les savoir-faire traditionnels. Et moi, je dirais un peu ma vision de la vision 2015, c'est ça. C'était l'ambition de faire de l'artisanat un pôle de compétitivité. Et surtout qu'il touche beaucoup de monde, surtout que malgré la concurrence de la Chine et autres, c'est une production qui n'est pas délocalisable. Il y a un avenir parce qu'on va vers l'économie, le développement durable, vers le développement local, etc. Et c'est un peu dans cet esprit-là que la vision 2015, effectivement, c'est un investissement de beaucoup de moyens, c'est beaucoup de résultats à ce jour. Et moi, je pense qu'effectivement... Bon. La vision 2015 est une démarche volontariste, qui est axée justement sur En fait, elle est axée sur trois cibles. L'artisan individuel, ce qu'on appelle le mono-artisan. L'objectif étant d'améliorer ses conditions de travail, de vie, et par là même d'augmenter ses revenus. Les petites et moyennes entreprises dont parlera Monsieur le Président de la Fédération. Et
notre objectif était de faire émerger à partir de ces petites et moyennes entreprises ce qu'on appelle des leaders, des acteurs de référence. Et là, tout à l'heure, vous en parliez, nous avons, à ce niveau-là, nous avons atteint, voire dépassé les objectifs qui avaient été fixés dans la vision 2015. L'attractivité. Mais c'est un problème qui est mondial, c'est-à-dire l'attractivité de certains métiers où c'est pénible, où les conditions de travail ne sont pas toujours bonnes, où des fois c'est une question de salaire, de rémunération, etc. fait. Et puis des fois même, je veux dire, bon, mais c'est ce qui est en train effectivement là aussi de changer, quand la notoriété du métier et autres laisser à désirer. Je veux dire, bon, il y a effectivement un problème de transmission du Ma'allem à ses descendants. Et c'est sûrement là-dessus, bon, je veux dire, il y a des actions qui sont menées et c'est l'amélioration des conditions de travail, de la rémunération, du statut, je veux dire, d'un vrai statut avec, bon, toute la sécurité sociale, toutes les choses qu'il faut. C'est à ce niveau-là l'accompagnement des jeunes, mais le ministère a mené des actions autour du design, de la créativité et tout, et moi j'ai vu des jeunes qui vraiment se lancent dans la région de Marrakech notamment. Je veux dire, mais on a vraiment des futurs maîtres artisans, c'est assuré. Mais c'est le domaine où il faudrait sûrement doubler d'efforts, comme on dit. Ouais, si on fait une analyse des chiffres par rapport aux objectifs de la vision 2015, on est dans quelques objectifs, on est bon, et quelques objectifs, on est moyen. Si je prends par exemple, et heureusement que la vision qui était là, sans vision, on ne peut pas faire donc une feuille de route et de développement. La vision 2015 comme objectif était de passer de 17,7 milliards de dirhams en chiffre d'affaires à 24 milliards de dirhams en chiffre d'affaires à l'horizon de 2015. Actuellement, en 2014, on est aux alentours de 22 milliards. Heureusement, c'est le marché local qui a joué un rôle très important. C'est le marché local qui C'est le marché local. Par contre, au niveau de l'export, donc, si on compare 2013 par rapport à 2014, on a progressé un petit peu, mais par rapport aux objectifs de la vision, on est loin de l'objectif, parce qu'on était à 0,7 milliards de dirhams. Donc à l'export, on voulait passer à 10 milliards. Donc l'objectif, il était très ambitieux. Par rapport, et ça coïncidait avec la crise économique internationale. Donc au niveau export, on est loin de l'objectif. Un autre tweet qui nous dit dommage, justement, ça rejoint ce qu'on dit, dommage pour les petits artisans qui ne disposent ni de retraite, ni de couverture sociale et médicale. Là aussi. D'accord. Vous savez, les artisans, il y a trois sortes. Il y a ceux qui travaillent dans les entreprises et ils sont couverts. Oui, ça, il y a ceux qui n'ont pas vraiment les moyens et qui peuvent bénéficier du Ramed. Et puis il y a la tranche entre les deux. Actuellement, il y a une commission interministérielle sous l'autorité du chef de gouvernement qui travaille sur un produit destiné justement à ce genre de professionnels qui rentrent dans le cadre des indépendants. Donc je pense que très bientôt on pourra leur offrir une solution. Alors quand vous parlez du Ramed, c'est-à-dire qu'on classifie cette population comme étant une population à très faible revenu. C'est-à-dire que c'est quand même. Est-ce que l'artisan doit rester à quelqu'un qui vivote et voilà. Non, j'ai dit que parmi cette population, il y en a. Il y en a énormément. Il y en a qui, on espère qu'ils le seront moins. Et c'est justement enfin, tout ce qu'on essaye de faire au niveau du ministère pour justement aider à tirer vers le haut toute cette population. On l'avait dit au début et je reviens là-dessus. Moi, je pense plutôt à un artisanat qui va évoluer vers des produits plutôt à forte valeur ajoutée et donc qui va permettre aux artisans de générer des revenus. C'est quoi un produit artisanal à forte valeur ajoutée? Donnez-moi des exemples qu'on puisse voir. Là, tout à l'heure, bon, vous avez déjà cité plein de métiers, mais moi, je vais en donner d'autres. La dinanderie, moi, je vois la dinanderie, ce qu'elle fait. Et je veux dire, la valeur qui est donnée à certaines pièces et comment ces produits sont recherchés et le tarif auquel les artisans peuvent les vendre est quelque chose qui est aujourd'hui très, très, très intéressant. Je veux dire, et c'est vrai que c'est vers cette évolution-là qu'on peut trouver effectivement des activités qui permettent de générer des revenus viables aux personnes qui occupent ces métiers. De tirer vers le haut,
on n'a pas le choix, c'est le label et la qualité. Donc si on ne fait pas de label, on ne va pas faire la différence entre le bas de gamme et le haut de gamme au niveau des produits. Actuellement, heureusement qu'on a pensé, notre ministère a pensé à labelliser les produits et quelques entreprises de production. Maintenant, le label, il touche les produits au niveau des normes. On a plus de 144 normes maintenant dans l'artisanat, c'est très important. Et en parallèle de ça, on touche même le système de management des entreprises. Maintenant, le label, il touche le produit et le style de management. C'est très important si on veut tirer vers le haut. Concernant les normes, si on veut qu'on n'importe pas les produits de Chine, on n'a pas d'autre moyen, c'est d'avoir des normes et de les rendre obligatoires pour bloquer les importations de produits de bas de gamme. Est-ce qu'on sait aujourd'hui valoriser nos produits du terroir? On pense à l'huile d'argan, on pense à la date, tout ce qu'on peut faire avec la date. On pense au sbar, l'hindi, qui dans des pays comme le Mexique sont allés très loin dans la valorisation. Est-ce qu'aujourd'hui, les plantes aromatiques, est-ce qu'aujourd'hui on arrive à valoriser tout ça? L'agriculture s'en occupe. Ils s'en occupent bien. Oui. Ils ont des appellations contrôlées. Ils ont, je pense qu'il y a beaucoup de progrès qui sont faits à ce niveau-là. Et d'ailleurs, ils exportent le produit à base d'algane ou bien à base de figues de Barbarie. Ce sont des produits d'ailleurs qui coûtent très cher. Des huiles essentielles. Absolument. Non, là, il y a beaucoup de... Bon, évidemment, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup de choses qui se font, mais il reste encore beaucoup à faire. Mais alors bon, je vais vous lire un tweet. Je voulais parler d'innovation encore une fois parce que c'était important. Mais Smaël nous dit, et c'est vrai, l'artisanat existe aussi dans le Maroc profond et pas seulement dans les villes touristiques. Parce que c'est vrai que tout à l'heure on parlait de bien tourisme. Sûr, il existe partout. Là, ça parle aussi de valorisation. Est-ce qu'on peut aller dénicher des perles finalement dans des coins qu'on ne pourrait pas insoupçonner et puis mettre ça sur le devant de la scène? Mais tout à l'heure on parlait de Dior Sana, par exemple, qu'on a créé pour les femmes artisanes du monde rural, de la formation continue des artisans du monde rural, des montagnes, etc. Maintenant, c'est un peu... Tout le monde peut bénéficier de cet accompagnement. Et la préservation, c'est dans une logique de préservation des savoir-faire, pas des pièces, mais plutôt... Et là, on est complètement dans une... je veux dire, ces travaux se font. Je veux dire, le ministère de la Culture est impliqué, participe. Je veux dire, il y a des échanges. Et là, on est vraiment dans le savoir-faire d'un ma'allem qui est vraiment... On est sur le registre plus de l'art que du produit d'usage. En fait, il y a un côté scientifique dans l'artisanat. Et on travaille beaucoup avec les universités, les laboratoires, les écoles d'ingénieurs. Bon, mais est-ce qu'on les met suffisamment en valeur? Encore une fois, parce que si vous dites préserver, c'est-à-dire, vous me dites, voilà, un ma'allem comme on a en France pour la cuisine, meilleur artisan de France, meilleur cuisinier, ouvrier de France, est-ce que, on va dire, des distinctions de ce type ne permettraient pas justement de mettre finalement sur un piédestal cette profession-là et de rappeler encore une fois, je vous donne des idées, je sais pas, je suis en train de réfléchir à haute voix, mais on voit bien, je prends encore le cas de la France, vous êtes de Nancy, vous parlez de baccarat tout à l'heure, vous parlez de beaucoup de produits artisanaux français. On voit bien que c'est un pays aussi qui a érigé l'artisanat et la préservation de son patrimoine dans une priorité. Est-ce qu'on doit en faire une priorité? Absolument. Absolument, parce que d'abord c'est un secteur économique, c'est vrai que c'est artistique mais un secteur économique, qui fait travailler beaucoup de gens. Et on doit essayer de viser l'excellence. On doit essayer de viser la qualité et l'excellence. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire. Oui, je pense que avoir une journée internationale du migrant fait qu'il y a une mobilisation plus grande de différents acteurs, gouvernementaux, non gouvernementaux, pour faire des événements, des activités à l'occasion de cette journée. C'est le cas de l'OIM au Maroc. On a décidé, on a choisi cette année la thématique de médias et migration. Et ça, c'est pourquoi on a organisé aujourd'hui une rencontre internationale en coopération avec le ministère d'Émeraude et des Affaires de Migration et aussi le soutien de la coopération suisse. Et on avait dans la salle les professionnels de médias et les professionnels de migration. Et ça, je pense qu'a marché très bien parce qu'on avait l'opportunité
de discuter différents points, comme vous avez déjà référé. Mais c'était un dialogue très riche parce qu'on avait des professionnels qui sont du Maroc, mais aussi qui sont venus d'Allemagne, Royaume-Uni, Qatar, Russie, France, aussi des acteurs des Nations Unies, etc. Donc c'était une rencontre importante. Et aussi, on a pris l'occasion de lancer une campagne mondiale que l'OIM a lancée, I'm a Migrant, je suis migrant. C'est une campagne qui souligne la contribution du migrant. Non, je dirais pas inaperçu, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les médias sénégalais ont repris les dépêches et articles de la presse occidentale concernant cette photo. C'est vrai que ça a fait, je pense que c'est la presse, un média britannique, The Independent, qui a été le premier à avoir publié la photo à sa une. Et donc, avec cet effet boule de neige, tous les médias européens se l'ont approprié. Les médias sénégalais, bon, ce que je peux dire, c'est que les médias ont plus insisté sur la politique du deux poids, deux mesures, parce qu'ils se sont dit, oui, une photo pour créer le déclic et faire en sorte que les Européens acceptent d'accueillir les réfugiés, alors que des immigrés sénégalais, africains, sont repoussés, meurent tous les jours. Il y a aussi, avec le Frontex, qui fait que l'Espagne et certains pays européens ont été obligés de ramener les immigrés qui étaient sur des pirogues. Ça vraiment montre le rôle crucial des médias dans la construction de la perception publique du sujet. Par exemple, sur la migration, le fait de montrer des images comme ça, ça donne une compassion avec le migrant pendant un certain temps. De même qu'au contraire, avec les attentats terroristes, etc., ça peut donner l'effet contraire. Un migrant, c'est un musulman, c'est un terroriste. À force de revenir sur les terroristes, sur les victimes ou sur les terroristes, leur origine, etc. Donc, comme on a dit ce matin dans la conférence, il faut un équilibre. Il faut traiter les sujets objectivement, pas verser dans l'humanisme, non dans le sens contraire. Je pense qu'il y a eu une réflexion qui a été menée dans beaucoup de médias sur le terme à employer. Est-ce qu'il fallait parler de migrants ou de réfugiés? Beaucoup, à un moment, se sont dit on abandonne le terme migrant qui, par moment, a été connoté négativement, notamment par les Anglais, les journaux anglais, les tabloïds. Est-ce qu'il ne fallait pas parler uniquement de réfugiés? On a eu nous-mêmes beaucoup de discussions à ce sujet-là. Parler uniquement de réfugiés, c'est pas exact, puisque le statut de réfugié, c'est un statut juridique bien à part qui donne droit à des protections, alors que quand on est migrant, on n'est pas forcément un réfugié, on n'a pas forcément droit au statut de réfugié. Donc je pense qu'il faut parler de migrants et de réfugiés. Sur les 900 000 personnes qui sont rentrées en Europe par la mer depuis le début de l'année, il y a 80% de gens qui viennent de pays comme la Syrie ou l'Irak ou l'Afghanistan qui leur donneront droit sans doute à un statut de réfugié. Donc ces gens-là vont devenir des réfugiés à un certain moment. Simplement, je pense qu'il y a effectivement un problème de mots qu'on doit utiliser. Donc il faut parler, je pense, de migrants et de réfugiés. Mais après, certains veulent faire une différence entre des gens qui sont aptes à devenir réfugiés et d'autres qu'on appelle des migrants économiques, c'est-à-dire plutôt des travailleurs migrants, qui eux ne viendraient que poussés par le besoin de gagner mieux leur vie et que donc qu'ils n'auraient pas droit au statut de réfugié et qu'il faudrait renvoyer chez eux dans leur pays, puisque dans leur pays, ils seront toujours protégés par leur gouvernement, alors que si vous renvoyez un Syrien chez lui, il sera dans la guerre. Mais je pense que même cette différence-là, qui d'un point de vue juridique est fondée, d'un point de vue humain, est très difficile à faire, parce que si vous prenez quelqu'un qui est sur son bateau surchargé entre la Turquie et la Grèce, que cette personne, elle fuit la guerre, ou que cette personne fuit la misère, je pense que les deux personnes sont dans la même situation, ont le même besoin et le même désir d'aller vers un ailleurs qui soit meilleur, et les deux personnes ont choisi de mettre en jeu leur vie, parce qu'elles préfèrent mourir sur ce bateau que de rester dans leur pays, que ce soit pour des raisons de persécution ou de guerre, ou que ce soit pour des raisons de misère économique. Donc faire la différence entre ce qu'on appelle des migrants économiques et des réfugiés politiques, si elle est fondée juridiquement, dans la pratique, elle est à mon avis encore pas du tout adaptée à la réalité. En fait, les médias contribuent à façonner l'opinion publique sur un sujet tel que la migration. Et la terminologie est importante. Par exemple, en tant que pouvoir public,
on demande aux médias d'utiliser une terminologie appropriée. Ah, vous m'avez rien demandé. Moi, depuis tout à l'heure, je parle de migrants. Qu'est-ce que je devrais dire? Non, mais c'est vrai. Est-ce que, voilà, je dis migrants, est-ce que je contribue à façonner l'opinion publique? Est-ce que je dois parler d'autre chose? En termes de j'aurais dû dire réfugiés. En termes de terminologie, il y a des conventions internationales qui donnent des définitions. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un demandeur d'asile, qu'est-ce que c'est qu'un réfugié, qu'est-ce que c'est qu'un migrant, etc. Il se trouve que peut-être parfois des organisations internationales, les choses évoluent, ne soient pas d'accord sur le même terme. Ce qui est important, c'est que il y a des choses qui sont utilisées d'une façon erronée, qui induit une mauvaise compréhension. Par exemple, on dit, par exemple, dans la presse parfois, migrant illégal. Le migrant n'a rien d'illégal, c'est sa situation administrative qui est illégale. Et donc là, dire qu'il y a 10 migrants illégaux, c'est une utilisation inappropriée d'une terminologie. Un peu pour rebondir, c'est vrai qu'il faudrait déjà, dans un premier temps, être d'accord sur le contenu qu'il faut donner à ces mots-là. Les médias sénégalais, quand ils parlent d'immigration illégale, ils parlent d'immigration clandestine. Systématiquement, tous les médias sénégalais, qu'ils soient privés ou publics, c'est le terme qu'ils emploient. L'explication que je peux donner, c'est peut-être un manque de maîtrise de ces concepts liés à la migration. Ils ne savent pas exactement quel mot, le contenu, ou bien en tout cas quel mot peut impacter, voilà. Donc systématiquement, immigration clandestine, émigration clandestine. Donc il y a un flou dans les articles, dans les reportages. Nous, si on veut parler de chiffres, c'est compliqué parce que c'est pas nous qui allons compter combien de gens arrivent, etc. Donc nous, on se base sur les chiffres qu'on a des différentes agences. Et là, c'est compliqué aussi parce que, par exemple, Frontex, qui est donc l'agence de surveillance des frontières européennes, va comptabiliser les passages. Et donc, va vous dire, il y a eu tant de passages. Mais par exemple, une personne peut passer 2 fois la frontière européenne, puisqu'elle va arriver par la Grèce. Après, elle va repasser hors de l'Union européenne, va re-rentrer. Donc, vous allez avoir de nombre de passages, mais une personne peut être comptabilisée 2 fois, donc ça ne correspond pas forcément à des personnes. Après, vous avez les chiffres que donne l'Allemagne, par exemple. Donc il y a des contradictions. Par exemple, là, Frontex dit il y a eu 800 000 passages depuis le début de l'année, et l'Allemagne vous dit ah ben nous, on a déjà 1 million de personnes qui sont rentrées sur le territoire. Donc les chiffres sont à prendre quand même avec des pincettes. Mais après, on a quand même des outils fiables. On a des mesures, je pense, dans lesquelles on peut avoir confiance. Le nombre de demandes d'asile qui sont effectivement déposées dans les pays, ils sont comptabilisés. Même si, par exemple, en Allemagne, ils ont eu du mal à un moment quand ils avaient 10 000 arrivées par jour, et la Grèce c'est pareil, quand ils ont des milliers d'arrivées chaque jour, c'est compliqué de pouvoir au jour le jour dire combien de personnes rentrent. Après, à la fin de l'année, on a quand même un chiffre à peu près global, donc si on fait un minimum de recherche, c'est vrai que tous les chiffres ne correspondent pas entre les différents organismes, mais on a à peu près quand même les masses globales, même si c'est compliqué, puisque par définition les migrants bougent, donc c'est compliqué d'avoir effectivement des chiffres précis, donc il faut être un peu quand même prudent par rapport aux chiffres qu'on sort. On s'est dit que, par exemple, les politiques publiques qui marchent ne sont pas suffisamment mises en relief dans les médias, que ce soit au Maroc ou ailleurs. On a tendance à se focaliser sur les choses qui ne marchent pas, sur la moitié vide du verre. Alors que effectivement, en mettant en relief des politiques publiques qui marchent, telles que la stratégie nationale d'immigration et d'asile, ça donnerait aussi des idées, par exemple, à d'autres pays dans la région, parce que la migration, en fait, c'est pas une problématique à gérer par un pays tout seul. C'est une problématique qui doit être gérée, qui a besoin d'une gouvernance régionale et internationale. L'objet d'une couverture médiatique très enfin, en tout cas, les médias n'en ont pas beaucoup parlé. Mais je pense que ce qui serait peut-être possible, c'est de se déplacer éventuellement, les médias sénégalais, au Maroc et de voir de visu comment ça se passe. Parce que ce qui est un peu déplorable dans les médias sénégalais, c'est qu'ils ne vont pas au-delà des faits.
on interroge des officiels. Voilà, ce sont des interviews qui sont publiées telles quelles. Il n'y a pas d'analyse de fond ou de travail d'investigation qui se fait. Je ne sais pas, est-ce que c'est dû au fait que la question de la migration ne se trouve pas en pole position dans les rédactions? Je pense que c'est une question à se poser. Anna Fonseca. Je pense que quand un pays comme Maroc ou autre pays fait une campagne au niveau de masse, non, pour une audience nationale, ça veut dire que le pays est prêt à répondre à toute la question d'une nouvelle immigration ou d'une population qui est nouveau au Maroc, et que le pays veut répondre des questions qui sont liées à cette migration, notamment à question de stéréotypes, de préjugés. Et je pense qu'avoir une campagne comme ça peut être positive. L'OIM a lancé dans ce moment une campagne globale, donc ça c'est avec un objectif le même objectif pour souligner la part positive de la migration. Donc ça peut répondre aussi aux stéréotypes, aux préjugés. Mais il faut avoir aussi une capacité pour évaluer ce type de campagne. Et pour faire ça, il faut avoir une méthode technique pour évaluer l'efficacité sur le changement de perception avant et après la campagne. Pour l'OIM, on a beaucoup de débats internes sur des questions de campagne. Si on va suivre une campagne que c'est pour les masses, ou si on va suivre une campagne que c'est plus ciblée. Et ça, c'est, par exemple, ce qu'on fait avec les journalistes. Ça, c'est une façon de faire une campagne de sensibilisation, mais que c'est très ciblé à un groupe de professionnels. Donc, il y a des différentes façons de le faire, mais je pense que c'est très important d'avoir un système pour évaluer les campagnes. À côté de la couverture médiatique qui va continuer, et malheureusement, c'est quand il y a une tragédie ou quand il y a la question humanitaire, parce que comme j'ai dit, il y a des autres points comme les causes de migration, les efforts internationaux qui ne sont pas là. Mais à côté de ce cadre-là, il y a l'autre côté que c'est sur la migration comme un point transverse dans les stratégies de développement de chaque pays. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait ici au Maroc. Ça veut dire intégrer la migration dans les différents aspects de développement de différents secteurs, santé, économie. Et ça va aider beaucoup pour permettre la migration d'être là comme un sujet plus souvent, parce que commence à être plus intégré dans la société, dans les systèmes sociaux et politiques. Je peux comprendre que les médias suivent l'actualité. C'est-à-dire que les médias, ils vont dire qu'on ne peut pas parler de migration et de réfugiés tous les jours. Mais là où il faut innover en matière de traitement médiatique de la migration, en termes d'émissions, de concepts, etc., de telle manière de garder, en parler vrai, garder ça, sans en mettre, sans parler trop au moment juste des tragédies des médias. On ne pourrait pas faire une émission comme ça tous les jours. Les gens n'auraient plus envie de regarder et se diraient, ils vont banaliser, ils vont se dire, bon bah finalement c'est bon, on nous sert ça tous les jours. Parce que vous dites de l'actualité, mais qui finalement, alors c'est peut-être une question un peu plus vaste, mais sur ce sujet-là, est-ce que c'est la question que je posais finalement en début d'émission, est-ce que c'est le politique qui va dicter finalement sur ce type de dossier, sur les migrants, l'actualité, ou c'est le contraire? Et est-ce que les termes qui sont utilisés par les politiques, ce sont les termes qui sont automatiquement relayés par les médias? Je prends le cas de la France. Lorsqu'on met la lorgnette et qu'on regarde Calais, qui est qui est vraiment symptomatique, et qu'on voit que tous les médias focalisent dessus, on peut comprendre que ça fasse peur à l'ensemble de la population française qui va se dire mais ça va être comme ça partout. Est-ce que les médias prennent le temps d'avoir le recul nécessaire pour dire mais attention, ok, il y a une situation qui est quand même assez catastrophique quelque part, mais c'est là, la France est immense. Est-ce qu'il y a cette réflexion pas, ou alors
on suit finalement le mouvement. Non, mais je pense que Calais, on a raison d'en parler parce que c'est un scandale que ça se déroule en France et que donc c'est un scandale à dénoncer parce qu'il y a quand même des milliers de gens dans des... Mais de quelle manière? Voilà. Mais après, effectivement, mais je pense qu'il faut en parler pour dénoncer la situation et dénoncer le fait qu'il y ait des milliers de gens qui vivent dans ce qu'on appelle la jungle. Après, je pense qu'il y a aussi... Les médias doivent faire un effort pour donner des images plus positives des migrations. Il y a des success stories de migrants qu'on met rarement à la une. Et donc je pense qu'il faudrait aussi que les médias, et je parle aussi pour le mien, qu'on soit plus dans une présentation un peu différenciée de ce qu'est la migration et de ce que sont les migrants et de ce qu'ils apportent aux pays dans lesquels ils s'installent. Et effectivement, l'accent n'est pas du tout mis dans les médias sur ces expériences positives, alors qu'on connaît tous, on a tous dans notre entourage des migrants qui sont installés, qui sont venus dans notre pays, qui ont réussi, on connaît leurs enfants, etc. Donc, comme ce sont des choses qui se passent bien et que les médias ont tendance plutôt à parler que des choses qui se passent pas bien, effectivement, ces parcours-là, on a tendance à les occulter, alors qu'il faudrait, je pense, dans un souci pédagogique, au contraire, les mettre beaucoup plus en valeur.